bienvenue à tous. Ça y est, je crois qu'on est au complet. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous, vous pouvez encore vous installer. Première conférence de cette journée aujourd'hui. Alors, vous êtes là ce matin parce que vous êtes des professionnels de la VAP. Et nous avons donc une conférence pour vous, professionnels, aujourd'hui, avec deux sujets qu'on va aborder. Un premier sujet simple, mais un sujet concernant pour vous, c'est évidemment celui de vos obligations. Vous êtes professionnel de la VAP, vous tenez un shop ou autre. Quelles sont vos obligations? On va faire un point très factuel là-dessus, très simple aussi. On va essayer de repartir avec un kit, avec une boîte à outils pour vous très concrète. Ça, c'est le premier sujet. Et évidemment, on ne peut pas ne pas aborder la question de l'actualité. Une actualité, on peut dire, chargée pour la VAP. Et donc, on va faire un point également là-dessus aujourd'hui. Merci d'être là. Je vais vous présenter nos intervenants. On a, vous l'avez vu, respecté la parité sur scène aujourd'hui. Et donc, nous avons, pour commencer, Carole qui est avec nous. Carole Despujols, levez la main. Carole, qu'on vous voit bien. On peut applaudir Carole. Bienvenue. Alors, Carole, vous travaillez pour Club Innovation. C'est un réseau de 6 magasins et vous êtes en charge de la commercialisation, de la logistique pour ce réseau. Et vous-même, vous tenez un shop à Marmande. Je ne me suis pas trompé? Parfait, bienvenue. Merci d'être là. Donc vous aurez évidemment plein de choses à nous dire sur ce sujet. Pour vous renseigner également aujourd'hui, il y a Roberto Fernandez qui est avec nous. Roberto, bienvenue. On peut l'applaudir. Oh, c'est bien, toujours des petits applaudissements le matin comme ça. Roberto, la VAP de Lille, boutique à Nantes, c'est bien ça. Et puis également trésorier de la SI2V. Vous nous direz peut-être tout à l'heure un peu plus ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas. À côté de vous, on a notre ami Rémi Bertz, qu'on peut applaudir également. Alors Rémi, c'est Cumulus Pro, c'est une boutique à Cachan, et puis c'est Cumulus VAP, le site internet. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut prends un micro, si j'ai oublié quelque chose. Ouais, ça marche, vas-y. Allô? Oui, c'est aussi et surtout une activité de distribution que je représente aujourd'hui auprès de l'ensemble des boutiques avec lesquelles nous travaillons. Parfait, merci d'être là, Rémi. Donc Carole, on vous a présenté à côté de Carole. On a Nicolas Todoroviski. Et là, pareil, réseau de magasins, c'est VAP Concept. Et puis également, centrale d'achat pour les pros de la VAP. Et là, c'est JPR Distribution. Merci d'être là, bienvenue. À côté de vous, il y a notre ami Jean Moiroux, président de la FIVAP, Fédération Interprofessionnelle de la VAP. Pour l'applaudir, bienvenue. Et puis donc pour animer cette conférence, vous le connaissez, vous l'appréciez, ce sourire, c'est Michael Amoudi. Bienvenue Michael, vice-président de Je ne fume plus. Vous connaissez Je ne fume plus? Tout le monde connaît? Bon, c'est un groupe Facebook pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, pour les accompagner. Et je crois savoir qu'on est à peu près à 20 000, à peu près un peu moins, 17 000. Dis-moi, 16 000? 16 000, oui. 16 000. Bah, demain, on sera à 20 000. 16 000 personnes sur ce groupe Facebook. Merci à tous d'être là. Donc, première question simple. OK, on va se donner 20 minutes pour ça. Ici, il y a des pros. On a un magasin. Quelles sont mes obligations légales? Qu'est-ce que je dois absolument savoir? Michael. Alors, le fond de la question, c'était de faire un point général sur un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, quand même quelques années après la transposition de la TPD, c'est-à-dire la Tobacco Product Directive, dans la loi santé. Et il y a un point notamment qui revient assez régulièrement en fait, au niveau de la distribution. Et là, je vais plutôt parler des magasins et plutôt m'adresser aux shops. Ça va être notamment la partie publicité et parrainage, parce qu'on a des points qui sont relativement obscurs ou qui sont incompris. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, notamment Roberto, sur ce qui est publicité et parrainage en magasin? Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme précision? Est-ce qu'on a le droit de faire de la publicité? Comment se passe le parrainage? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Dans quel contexte? Quelles sont aujourd'hui les choses qui sont appliquées? Est-ce qu'on a le droit de faire de la publicité? Dans nos boutiques, oui, pour les liquides qu'on vend.
Si le nom de ta société et celui de ta boutique, tu peux effectivement avoir des encarts ou autres dans des journaux locaux ou ce que tu veux. Le parrainage en lui-même, la TPD avait pas été méga claire là-dessus, ou enfin si, c'était non. Maintenant, beaucoup de gens le font, moi je le fais. J'ai pas l'impression d'être hors la loi. Effectivement, on est produit connexe du tabac, on n'a pas théoriquement le droit d'après ce que nous dit la TPD. Je pense que beaucoup de professionnels font du parrainage et c'est pas pour autant qu'on en meurt. Aujourd'hui, c'est, pour répondre à ta question, ce qu'il faut, sans aller rentrer dans les détails. Ouais, après, il nous faut, sur la devanture de la vitrine, l'interdiction au moins de 18 ans, qui soit visible de l'extérieur, et à côté du terminal TPE. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être vraiment regardant, parce que souvent, on nous dit qu'on est la passerelle, on est tout ce qu'on veut. Mais c'est juste de notre ressort à nous que ça soit bien identifié, qu'on ne vend pas aux moins de 18 ans. C'est la loi santé qui s'applique, hein, ni plus ni moins. Voilà, c'est... Après, vous pouvez mettre toutes les affiches que nous filent les fabricants, la PLV, mais à l'intérieur de la boutique, il ne faut pas que ça soit estampillé sur la vitrine. Et de ton côté, Carole, comment vous appliquez ça au niveau de cette publicité en magasin ? C'est bon ? Ouais. Donc je te repose la question. Au niveau de la publicité en magasin, vous agissez exactement de la même façon, de ce que vient expliquer justement Roberto ? Absolument. Absolument ? Oui. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de frein spécifique en fait à votre communication aujourd'hui ? Non. Non. Est-ce que vous rencontrez, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui c'est un frein au développement des magasins ? Ça peut être un frein pour se faire connaître, oui. Pour que les fumeurs qui sont dans une démarche d'arrêter de fumer sachent qu'on est là aussi pour les aider. Il y a Roberto qui a apporté une précision, Jean. Il a apporté une précision qui était intéressante, c'est qu'on a le droit de communiquer à l'extérieur. Donc si je me rappelle un peu mes cours de maths, il me semble que la publicité n'est pas en fait est limitative mais à l'enseigne. Donc il semble qu'on puisse communiquer sur l'enseigne, dans des journaux, dans des choses particulières, tant qu'on y reste. Je ne pense pas. L'interdiction de la publicité qui porte sur les produits du vapotage, elle est similaire à celle qui porte sur les produits du tabac. C'est une sanction qui est lourde, mais qui implique qu'on ne puisse pas faire de communication à l'extérieur des shops. Donc je n'ai pas la même lecture. Alors je sais qu'à l'échelle locale, informer de l'ouverture d'une boutique ou expliquer avec une portée très locale qu'on existe, c'est entendable, c'est potentiellement faisable, mais la loi elle est quand même relativement claire là-dessus. On n'a pas le droit de faire de publicité et les sanctions elles sont similaires à celles des produits du tabac. Donc en gros, je pense que la vraie frontière qu'il faut dessiner très clairement, elle se situe à l'entrée du magasin. De la même manière, sur un site internet, elle se situe derrière un guichet, un edgegate, etc. J'ai toujours insisté sur l'importance de mettre une porte d'entrée symbolique à un site de vente en ligne de produits du vapotage. Et j'aime bien le fait qu'on contrôle l'âge à l'entrée du site. La FIVAP, on a toujours insisté les adhérents qui font de la vente en ligne à le faire, parce que ça marque une frontière et ça permet de créer une vraie similarité entre un site de vente en ligne et une boutique physique. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir une vente en ligne qui est autorisée, qui est légitimée. Et une fois qu'on a passé cette frontière dans la boutique, la règle, c'est qu'on puisse effectivement atteindre un espace où on a beaucoup plus de liberté. Donc comme disait Roberto, mettre des affiches, des PLV, etc. Le magasin, c'est quand même un espace qui est privé, dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors la seule règle qu'on nous dit, c'est que les publicités ne doivent pas être visibles de l'extérieur. Donc ça, aujourd'hui, c'est toujours une zone un peu floue, avec un risque qui porte sur la profession, parce qu'on est là pour dire les choses, alors il ne faut pas les ignorer, mais ce qui se passe, c'est comme pour les sex shops, c'est qu'on puisse censurer les vitrines et que l'intérieur du magasin ne doit pas être visible de l'extérieur. Donc ça, c'est évidemment une idée qui nous dérange et contre laquelle on s'oppose. Aujourd'hui, on est dans une situation de fait où il y a une vraie tolérance et une vraie légitimité des points de vente dans les rues en France.
Donc pour moi, c'est vraiment le seuil de la porte. Derrière, à l'intérieur, j'ai plus de liberté. Donc j'ai la liberté à la fois de faire figurer des visuels publicitaires ou en tout cas informatifs sur les produits. Effectivement, ce visuel sur l'interdiction de la vente aux moins de 18 ans, il est absolument vital. Et au-delà de ça, le fait de ne pas vendre aux mineurs dans les boutiques spécialisées, c'est absolument vital. Et là-dessus, si je peux passer un message de responsabilité, c'est pas mon genre, mais pour le coup, c'est extrêmement important. Il ne faut pas vendre aux mineurs. Et si on a un doute, il faut demander la preuve de majorité. Je n'insisterai pas plus sur ce point, parce que ce n'est pas un point qui est très important, parce qu'il y a quand même un grand respect de cette interdiction dans notre profession. Et puis après, sur la question du parrainage et des promotions, là, on recoupe avec le droit du commerce et le prix des produits. Et là aussi, on est libre. On est libre de faire les produits qu'on veut. On est libre de vendre moins cher des produits. C'est le droit du commerce. On peut faire des promotions, des rabais. Le parrainage, voilà, c'est la fidélité avec un liquide offert au bout de quelques dizaines de produits achetés ou une dizaine de produits achetés. C'est autorisé. Ce qui est interdit explicitement dans la loi de santé, c'est que les produits ne peuvent pas porter de mention avec 10% gratuit, un acheté, un offert, etc. Mais ça, c'est sur le produit. Donc une fois qu'on a passé le seuil du magasin, on est chez soi. Si on est sobre dans sa façon d'afficher des visuels à l'intérieur, on peut avoir une pratique commerciale qui est tout à fait libre. Merci Jean. Il y a un autre sujet aussi qui est très intéressant. Comme chaque VAP Expo, juste avant, on a le droit à un joli article dans la presse. Et on en a eu un qui était assez sympa sur la répression des fraudes, qui a fait une analyse des étiquettes sur le marché afin de relever des dysfonctionnements d'étiquetage, donc en laissant sous-entendre malheureusement que les produits n'étaient pas conformes, alors qu'en fait les produits qui sont à l'intérieur sont très conformes, mais qu'il y a eu des modifications d'étiquetage réguliers. Et là, je vais m'adresser à Rémi et à Nicolas. Et ma question sera la suivante, c'est comment faites-vous avec toutes ces modifications, toutes ces évolutions, que ce soit sur la partie CLP, que ce soit sur les mises à jour de la répression des fraudes, en fait, pour pouvoir apporter au marché des produits qui correspondent en fait aux obligations de distribution et d'étiquetage. Rémi ? Alors déjà, premièrement, la majorité des produits que nous distribuons sont issus de la filière VAP française et je tiens à saluer l'ensemble des fabricants. La majeure partie sont présents ici sur le salon pour la qualité du travail qu'ils font au quotidien. On n'est pas nous directement concernés puisque c'est les fabricants qui le sont. Ils ont cette capacité dans cette filière VAP, il y a une capacité à se réinventer, à trouver des solutions, à s'adapter et qui est exceptionnelle. Donc les fabricants français majoritairement font très bien leur travail. On est aussi en parallèle importateurs de produits étrangers que nous-mêmes reconditionnons. Donc là, nous avons la responsabilité de mise aux normes des étiquettes. Effectivement, nous suivons les informations qui nous parviennent de par la DGCCRF, avec qui nous avons des contacts assez réguliers, ou de par nos confrères ici présents, pour mettre à jour les produits comme il se doit. C'est honnêtement pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je pense qu'on a tous vécu au sein de la filière des moments un petit peu plus difficiles et puis des sujets un petit peu plus lourds à traiter. Ça nécessite une rigueur impérative. Il faut avoir conscience effectivement que l'étiquetage est un élément clé du produit sur lequel on peut être rattrapé si on est pris à défaut. C'est le cas du fameux article que tu cites, qui n'est pas si grave en soi, encore une fois, puisque la majorité des produits restent parfaitement conformes et surtout ceux distribués par les plus grandes structures françaises. Donc là-dessus, pour nous, il n'y a pas de problème. Concernant le matériel, c'est un petit peu plus compliqué, puisque le hardware, en l'occurrence, tout ce qui est technologique, nous provient majoritairement d'Asie, en l'occurrence de Chine et de Shenzhen, qui est quand même le poumon économique mondial de l'électronique. Les communications sont un petit peu plus complexe qu'avec nos partenaires français. Néanmoins, on arrive, dans la majeure partie des cas, à leur faire prendre conscience d'impératifs. Ils ont eux-mêmes des équipes internes en charge de chacun des pays d'Europe, parce que toute la complexité sur le hardware, c'est que le producteur en Chine voit souvent l'Europe aussi comme un seul et même marché, mais les spécificités de chacun des pays sont radicalement différentes. Ça évolue en ce moment même en Espagne. L'Italie ont des normes, des lois radicalement différentes des nôtres. C'est le cas pour la Belgique, c'est en train de bouger en Suisse. Enfin, c'est un petit peu compliqué là-dessus. Mais au niveau de l'étiquetage, honnêtement, c'est un vrai sujet, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à traiter pour nous. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Merci Rémi. Nicolas, ta lecture ? Je peux conseiller à tous les professionnels qui mettent sur le marché en France de se rapprocher de la DGCCRF de leur ville pour être au maximum aux normes. Aujourd'hui, il est vrai que je vois, moi, sur les importations, que souvent il manque, que ce soit l'achat chez le grossiste, même pas en importation, l'étiquette de mise sur le marché français. Ça, c'est une obligation qu'on commence à respecter, mais où je vois qu'il y a quand même des carences sur le marché. Ça, c'est uniquement sur le matériel, et je rejoins Rémi sur les e-liquides, où aujourd'hui en France, on a quand même un savoir-faire chez les fabricants où il faut vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle.
mais le travail est très bien fait sur le marché français. Ça me permet de rebondir sur un sujet, notamment sur l'étiquetage. Et là, tu parlais de hardware, Rémi, et c'est important. Quand on se retrouve en France avec une boîte où c'est marqué « ce produit contient de la nicotine alors qu'il n'en contient pas », vis-à-vis du règlement européen, et là je ferai aussi appel à Jean sur cette question pour le moins cruciale, c'est légal, pas légal. À partir du moment où on a une fausse information sur un produit, selon mes recherches, on n'est pas censé pouvoir le mettre sur le marché. Je te vais te laisser la parole en seconde, Jean. C'est un sujet dont on a déjà parlé avec Michael, pour le coup, il y a quelques mois, puisqu'on y a été confronté. La problématique, elle vient du fabricant qui a confondu une interprétation de loi entre différents pays. Donc là, oui, il y a eu un défaut d'étiquetage. Maintenant, le terme que tu emploies, le terme légal, il est à mon sens un peu trop fort. Pour moi, il y a un manquement, il y a un défaut d'étiquetage, il y a eu une erreur qui est réelle, et le texte apposé est ridicule, mais ce texte-là, c'est ni toi ni moi qui l'avons écrit, il fait partie de la TPD, et ce texte est imposé dans d'autres marchés qui nous entourent. Donc il y a eu un défaut de lecture, il y a eu une mauvaise interprétation et une erreur d'un fabricant sur quelques étiquettes, et un badge de produit en l'occurrence assez conséquent. Il ne doit naturellement pas y avoir, en tout cas la loi spécifique, il ne doit pas y avoir d'étiquetage sur le matériel tel que celui que nous avons vu, en l'occurrence sur des boîtes de produits. C'était un kit all-in-one dont je ne citerai pas la marque qui précisait ce produit contient de la nicotine, ne doit pas être vendu. Donc non, cet étiquetage n'a absolument rien à faire sur des produits de hardware sur le marché français. Sur le marché français. En fait, ce que je veux soulever dans ma question, c'est pas en soi le défaut d'étiquetage, mais c'est surtout de savoir, vous, en tant que grossiste, importateur et aussi magasin, comment vous faites remonter ce type d'information pour qu'elle soit modifiée. Parce que le tout, c'est pas de dire « oh là là, attention, il y a une information qui n'est pas bonne ». Non, le tout, c'est de faire remonter l'information pour que le fabricant puisse s'y plier. Et est-ce que vous rencontrez tous, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, des difficultés à faire ces remontées d'informations, que ce soit du magasin au grossiste ou du grossiste directement au fabricant? Alors je terminerai, je laisserai la parole ensuite. Pour notre part, discutons directement avec les marques. Il y a une communication de plus en plus directe, de plus en plus claire, de plus en plus saine qui s'est établie, et nous n'avons à ce jour plus aucun souci de communication avec eux sur les principales marques. Il y a naturellement les marques, les principales marques qu'on retrouve sur les très beaux stands présents ici. Il y a ce qu'on peut identifier comme étant des marques secondaires, sans vouloir leur faire défaut, les insulter, ou c'est des fois un peu plus compliqué. Mais sur les principales marques, l'ensemble des produits sont bien faits. Les produits que nous recevons sont directement étiquetés avec nos informations légales d'importateurs, non plus sur le blister, comme on a pu l'avoir par le passé, mais sous le blister directement sur la boîte, etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait de la part des marques. Ils ont pris conscience que pour pénétrer les marchés européens, et notamment le marché français qui nous concerne aujourd'hui, c'était un impératif. Roberto, de ton côté, pour faire remonter ce type d'informations, tu rencontres des difficultés ou... Moi, perso, je passe que par des grossistes. Je bosse pas directement avec les fabricants. Donc, si tu veux, si j'ai une remontée à faire chez Rémi ou chez d'autres, je vais la faire à mon commercial, ou si j'ai Rémi au téléphone, je vais lui en parler. Après, eux se démènent pour faire au mieux, malheureusement. Après, ouais, ça nous paraît... anxiogène comme phrase quand tu la prends comme ça. Après, Madame Méchu, qui vient dans nos boutiques, je te rassure qu'elle ne la lit pas forcément, quoi. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Il y en a trop, il n'y en a pas assez. C'est légal, c'est pas légal. Si on essaye d'être juste pragmatique, je pense que derrière, effectivement, ça a été, comme le disait Rémi, une interprétation qui a été faite. C'est trop. Ouais, ils le savent. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'étiquettes, d'importation, des trucs propres arriver. Je ne pense pas qu'au niveau industriel, ça soit aussi simple à changer que ça. Mais petit à petit, je pense que ça va venir. Après, voilà. Sur le matos, malheureusement, nous on n'a pas d'autres moyens quand on passe par les réseaux de distribution. Moi, je pense que c'est sécurisant pour les boutiques de passer par un distributeur en France. Parce que la notion de responsabilité, elle porte sur l'importateur, le premier importateur. C'est ma question suivante. Voilà, et la hiérarchie du travail, elle est respectée, entre guillemets, dans la mesure où une structure plus grosse qui, comme disait Rémi, va avoir une connexion directe avec le fabricant, va pouvoir s'assurer, en prenant le temps qu'il faut, que les bons étiquetages sont présents sur le matériel. Et comme disait Nicolas, ce qui est important, c'est que l'adresse et le contact de l'importateur, le responsable de la mise sur le marché, apparaissent sur le packaging. Et donc ça, on l'a vu apparaître ces dernières années. C'est de plus en plus, alors que ça soit en dessus ou en dessous du blister, c'est encore mieux si c'est sur la boîte.
Mais déjà que cette étiquette soit contre-collée, c'est très bien. Ça doit être légalement en dessous du blister. Voilà, mais Puisqu'un blister s'enlève et une fois que le blister est enlevé, tu n'as plus aucune information sur l'importateur. Et le côté rassurant pour les boutiques, comme disait Roberto, c'est que si vous avez un souci en achetant, c'est un importateur français, la responsabilité porte sur lui derrière et à lui de jouer son rôle et ensuite de voir avec la marque directement. Donc c'est effectivement rassurant pour l'ensemble des réseaux de boutiques, mais la notion d'étiquetage doit se trouver sous le blister. C'est important de le préciser. Hein. J'entends, c'est un bon point. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'on ait une progression et que les étiquettes qui soient au-dessus glissent en dessous, c'est super. Qu'elles soient déjà au-dessus, c'est quand même un marqueur fort. C'est un moindre mal. Voilà. Et après, concernant les avertissements sur la nicotine, on recoupe exactement le lien que doivent maintenir les distributeurs avec les marques pour leur expliquer la réglementation européenne, parce qu'eux, ils vont avoir des Anglais qui leur disent il faut absolument l'avertissement. Et puis, ils vont potentiellement aussi leur dire il faut aussi les avertissements pour la France. Les Français n'ont rien compris. Donc, il y a quand même des messages qui sont dissonants parce que cette réglementation, elle est appliquée différemment selon les pays. Ce qu'on a essayé de faire au moment de la transposition, c'est d'expliquer au pouvoir public en France que c'était totalement ridicule d'indiquer qu'il y avait de la nicotine sur un produit hardware qui n'en contenait pas, que ça allait mener à des situations de contentieux. La France est le seul pays qui l'a compris en Europe. Et je trouve ça à la fois génial, mais désolant pour les autres pays d'Europe, parce qu'écrire qu'il y a de la nicotine sur un produit qui n'en contient pas, et se battre à côté sur des virgules et des points-virgules sur des étiquettes d'e-liquide qui font remonter des non-conformités dans les communiqués de presse de la DGCCRF, c'est un petit peu insultant. Mais voilà, en France, il ne faut pas cet avertissement. Et puis, on a des bons distributeurs qui garantissent à la fois des produits qui sont proprement étiquetés, et ce sont eux qui concourent à l'amélioration de ces étiquetages. Et je pense que là, on est quand même arrivé à un niveau de maturité et de conscience sur ces sujets-là qui fait que les produits qu'on trouve en boutique aujourd'hui, ils ne posent pas de problème à la DGCCRF. Mais il faut toujours avoir en tête que c'est jamais une situation qui sera figée, que ces questions réglementaires, elles reposent à la fois sur des interprétations de la loi et les interprétations d'inspecteurs de la DGCCRF locaux. Donc ils vont avoir un avis et puis un autre aura un autre avis. Ça sera jamais simple. Il faut toujours maintenir un niveau de vigilance et de tension perpétuelle sur ces sujets-là. Et ça sera toujours des conférences du Vapexpo qui seront là-dessus, parce que ça sera toujours un sujet et ça évoluera et on n'en sortira jamais. Mais à chaque fois, il faut qu'on progresse. Voilà. Oui, de toute façon, c'est exactement ce que tu dis. Depuis 5 ans, on voit l'évolution des conférences en conférences et on voit que les sujets sont suivis et que les sujets évoluent. Donc je crois que quand tu parles de maturité, j'ai envie d'être d'accord avec toi. C'est vrai qu'on arrive à un moment où c'est mature. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ce qui me permet aussi d'arriver sur... j'ai une double question. Bon, on va dire que je vais avoir une question. Et ce sera pour toi, Carole, pour le coup. Ce sera notamment sur les aspects en fait, de garantie en magasin auprès de la clientèle. Comment on applique aujourd'hui les garanties auprès des clients sur le matériel. En fait, vous garantissez les produits 2 mois, 3 mois. Comment vous fonctionnez vis-à-vis de ça et sur les retours aussi de votre côté? Alors déjà sur les retours, tout comme Roberto, moi je ne travaille qu'avec des grossistes français. C'est parce que c'est rassurant, parce que l'information remonte plus facilement, plus rapidement. La communication est fluide. Donc pour les retours, moi j'ai aucun souci par rapport à ça. Si jamais j'ai des retours, je contacte mon fournisseur directement et on renvoie les produits. Et juste une petite chose par rapport au retour, c'est vrai que parfois il y a des conditions de retour qui sont pas, enfin en fonction du professionnel, du fournisseur, qui sont pas toujours les mêmes. Donc c'est vrai que des fois, pour certains, ça peut être un avoir ou un échange de produits. Il faudrait qu'on ait le choix. Peu, je sais pas. Certains ne le font pas. Si moi je veux retourner un produit mais que je veux qu'il revienne, aussitôt. C'est une vraie question. L'immédiateté voilà. J'ai juste un petit truc là-dessus. Après, si on a le choix de demander un remboursement, un avoir ou quoi, ça serait pas mal. Et après, pour les garanties, c'est les garanties légales qui s'appliquent. Hein. Alors justement, pour cette garantie légale appliquée, il y a beaucoup de confusion quand je vais dans les différents magasins sur le territoire français. Certains appliquent un peu leur garantie, pratiquent un peu leur façon de faire, se reposent un peu soit sur le grossiste. Enfin, on a l'impression que c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. C'est quoi la loi sur les garanties, sur les produits du vapotage, que ce soit sur les flacons
en cas de retour, notamment pour les parties hygiène, ce qui est important, ou que ce soit sur les parties matérielles? Alors, moi, je ne suis pas un expert de la garantie sur le matériel. Je note déjà un point qui mérite d'être souligné, c'est qu'il y a beaucoup moins de SAV qu'avant. Et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. La qualité globale des produits, elle a été en progression. Et autant cette question, elle pouvait être réellement problématique il y a 3 ans, autant j'ai le sentiment que dans les boutiques, ça s'est vraiment sérénisé et qu'un SAV, c'est plus une mauvaise surprise qui arrive 1 à 2 fois par semaine plutôt que parfois quelque chose de systématique parce qu'il y avait vraiment un lot qui était merdique. Et donc, c'est des pratiques qui peuvent maintenant s'harmoniser entre les distributeurs. Et là, j'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de communiquer là-dessus. Et après, sur les garanties matérielles, de mémoire, je dirais que c'est 1 an, comme sur tous les produits qu'on vend en France. Mais là, je ne sais pas si vous avez d'autres informations. Alors, il y a 2 types de garanties. Il y a la garantie, il y a 2 canaux. On parle à la fois de B2C, de vente aux consommateurs, et dans la même question, il y a le B2B de vente interprofessionnelle. Sur le B2C, je vais rejoindre Jean avant de m'avancer sur un délai. Je ne suis pas certain d'avoir le délai exact en tête, donc je vais m'abstraindre. Mais je pense qu'on est m'abstenir plutôt. On est à peu près dans ce délai-là. Nous, en ce qui nous concerne sur le B2B, après, c'est un petit peu différent. C'est la relation commerciale interprofessionnelle. Le seul mot d'ordre que je donne à mes équipes, c'est d'être conciliant et d'être commerçant avec quelques règles fixées en amont, naturellement, mais on essaye de trouver des solutions pour aider les professionnels à se développer, et on essaye nous-mêmes ensuite de trouver des solutions avec les fabricants, parce que là ça relève encore d'un autre droit qui est le droit du commerce international. Et donc en fait finalement dans la question il y a 3 réponses, et j'ai le sentiment que finalement ce qui est fait à tous les niveaux, c'est il y a beaucoup de conciliation qui est faite de la part des responsables de boutique avec les clients pour aller dans leur sens aussi, parce que naturellement c'est important. Nous de notre côté on essaie de concilier avec les boutiques, et ensuite on attend des fabricants la même chose. Et dernier point sur ce que tu donnais, j'ai un chiffre là pour le coup qui me revient en tête, sur notre activité de distribution sur une période avec une augmentation de notre activité d'à peu près 300%. Le service après-vente a eu lui une progression de 60 à 70%, donc très clairement il y a une vraie progression au niveau du hardware, du matériel et des fabricants qui bénéficient aux consommateurs et donc de fait à l'ensemble de la filière. Oui, on revient sur les aspects maturité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas, notamment vis-à-vis des garanties? Comment tu appliques ça auprès de tes réseaux? Entre professionnels, il y a ces accords qui sont faits d'usine à importateur. Après, pour tout ce qui est en B2C, quand on parle avec le particulier, il y a une date légale sur les produits électroniques qui est de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est quand même assez large. On compare un iPhone à 1 000 € avec une batterie stick à 45 € en moyenne. Il est très difficile d'appliquer ces garanties pour le consommateur, et le consommateur est conciliant si le travail est bien fait en face. On est dans un produit où on a une certaine économie sur le tabac qui est faite. Ils en sont conscients, les consommateurs en sont conscients. Et plutôt que de faire marcher une garantie, pourquoi pas appliquer une remise qui débouche sur un nouvel achat. Ce nouvel achat débouche également sur une nouvelle façon de vapoter, ce qui peut permettre également de stimuler le vapoteur, le primo-vapoteur ou le vapoteur tout court. Donc ces garanties sont pas figées dans le temps réel, et cette législation, le consommateur n'en prend pas forcément pour acquis. Je crois que pour clore le sujet, en tout cas sur ce côté-là, pour apporter juste une précision, je crois que le mot d'ordre que je garderai, c'est maturité. Oui, et puis en gros, comme tout le monde est sympa et s'entend bien et les clients sont contents, la garantie, c'est pas un sujet de crispation en fait. Parfait. Merci pour ce premier point. Donc, on voit donc une filière vape qui est très encadrée, très régulée. Parfois, évidemment, on prend ça pour des contraintes, et ce sont sans doute un peu des contraintes aussi. Mais moi, j'ai une question aujourd'hui. Est-ce que finalement, cette régulation, toutes ces obligations légales, ce ne sont pas aussi des opportunités pour la vape? Et ça fait un petit peu le lien avec le deuxième sujet qu'on voulait aborder sur l'actualité. On a une vape qui peut parfois être critiquée, qui fait peur. Est-ce que, justement, toutes ces obligations, ce n'est pas une façon de montrer qu'on a une vape qui est professionnelle, qui est sûre? Et du coup, je voudrais qu'on aborde ça dans un deuxième point. D'abord, un point actu, Michael. Factuellement, il y a une actualité qui est chargée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous refaire les grandes lignes? Alors, normalement, ce n'était pas prévu dans la conférence, donc c'est pour ça qu'on a apporté le sujet au dernier moment vis-à-vis de l'actualité. On a la chance d'avoir
le SI2V et d'avoir la FIVAP avec nous. Dans l'actualité, vous avez tous vu ces dernières semaines le fameux, je vais utiliser le mot shitstorm, concernant le THC dans la vape, l'utilisation de l'huile, donc concernant la vitamine E, plus pas mal de substances qui sont légèrement non recommandables. Et ces substances ont été utilisées par des gens en mésusage. Donc ce n'est pas aujourd'hui une commercialisation respectable en fait au niveau des États-Unis. Donc le message qui a été repris généralement par les médias est un message relayé notamment par l'AFP. Donc entre la communication qu'on a eue sur l'OMS, enfin c'est pas l'OMS qui a communiqué, c'est l'AFP, cette communication sur la vape fait des morts, fait des malades, alors qu'on sait très bien que c'est pas lié à la vape, mais à ce qu'on a mis dedans et la manière dont ça a été utilisé, plus le relais des médias, il y a forcément eu des impacts sur le chiffre d'affaires d'énormément de magasins sur le territoire, et je pense qu'aujourd'hui personne ne pourra dire le contraire. On a vraiment des baisses qui sont notables. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de savoir, avec le syndicat et avec la FIVAP, comment on peut inverser la tendance, de savoir aussi avec les grossistes, les distributeurs, les magasins, quels sont les leviers pour pouvoir faire en sorte que ça reparte, passer au-dessus de ça, et qu'est-ce que vous avez entrepris comme moyen de communication et d'action pour que ça puisse aider la filière. Voilà. En gros, comment est-ce qu'on transforme cette crise en opportunité? C'est la question qu'on vous pose. Alors, nous, au syndicat, on a pris parti déjà, de respecter, même si le mot peut vous paraître dur, tous ces gens qui écrivent et qui écrivent pas forcément de bonnes infos. On va pas les tuer, on va pas les menacer, on va pas les insulter, même si on en a envie, parce que c'est pas constructif. On essaye de joindre des gens à l'AFP. On est très bien accueillis. J'en dirai pas plus. Madame, elle est sourde. Donc par téléphone, c'est vachement dur de communiquer en langage de sourd et muet. On a essayé, ça marche pas. On a envoyé pas mal de courriers, de mails à tous les journaux pour avoir des droits de réponse. Pour certains, on est totalement transparent. Et d'autres ont joué le jeu. On nous a donné des tribunes dans des journaux et on les a saisis. Tout ce qui s'est passé là, déjà, il faut bien se dire qu'ici, ça ne peut pas se passer. On a toute une filière qui bosse correctement, que ce soit les fabricants, que ce soit les grossistes. Quand nous, on vend un liquide en boutique, si quelqu'un le mélange avec de la cocaïne, le fabricant, il a beau être un génie, le mec, il n'a pas fait les analyses, savoir ce qui allait se passer, quoi. Donc c'est de la faute à qui? De la faute de la personne, c'est de la faute à nous, c'est le matériel que nous a refourgué Rémi. Malheureusement, le truc, il est à le raccourci est très vite fait. Après, moi, je vois aussi le truc en me mettant un tout petit peu haut avec le syndicat. Aujourd'hui, on a attiré des gens qui n'étaient pas dans cette industrie comme nous on l'est. Et ils s'intéressent à ce produit parce que ce produit permet d'arrêter de faire fumer les gens. La question, moi, que je me pose aujourd'hui, c'est qu'on laisse quand même un produit qui s'appelle le tabac flinguer 75 000 personnes par an. On laisse des médocs en circulation qui flinguent aussi des gens. Et puis là, on a 0 mort avec ça. On a 0 mort. Et par contre, on nous tire à boulet rouge. Alors peut-être qu'on nous tire à boulet rouge parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont peur. Et toute innovation fait peur. À côté de ça, je sais qu'on a discuté avec Jean. Notre position, elle est très claire. Le combat, il est contre le tabac. Notre position, elle est de rester méga indépendant de l'industrie du tabac, de l'industrie de la pharma. Parce que voilà, c'est grâce à des tarés comme tous les débutants, les premiers qui ont mis du pognon là-dedans, qui ont dit vas-y, on va faire un produit très clair. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a dans nos liquides. Aujourd'hui, on sait ce qu'on vend à nos clients. C'est à nous, en boutique, de les rassurer, de ramener de la sérénité. Le marché a besoin de sérénité. Il n'a pas besoin qu'on continue à s'enflammer, à s'embraser. Le syndicat, ouais, il fait son job. On essaye d'être au plus présent, au contact, comme tout le monde, tous les assos et autres. Après, le message, moi, si j'en ai un seul à vous donner, c'est tout à l'heure, tu parlais de maturité. Aujourd'hui, c'est parler d'union. Parce qu'au final, c'est pas l'union. C'est pas la FIVAP, c'est pas Sovap, c'est pas nous syndicats, le SI2V ou autres qui allons faire des choses énormes. C'est tout le monde. Tout le monde. Patron, vapoteur. C'est une filière qui doit être ensemble et soudée pour aller vers de meilleurs jours qui vont arriver, je l'espère, le plus rapidement possible. Voilà.
Rémi, je me permets de rebondir. Je suis désolé, j'étais en train de trembler à côté parce que j'aime beaucoup Roberto, mais j'ai entendu des choses qui m'horripilent. Nier le fait que ce qui s'est passé aux États-Unis peut arriver en France, ça revient à avoir des œillères. On parle de stupéfiants, on parle de drogue, on parle de dealers. Non, tu as dit, j'ai entendu, en tout cas, alors corrige-moi si j'ai mal compris, j'ai entendu que ça n'arrivera pas en France parce qu'en France on travaille différemment, etc. On parle de drogue et de produits stupéfiants, donc préparons-nous aussi possiblement à ce que ça arrive sur le marché français parce qu'en France tu peux trouver de la cocaïne, tu peux trouver de l'héroïne, tu peux trouver du cannabis et tu pourras peut-être demain trouver des cartouches de THC, c'est peut-être déjà le cas, qui sont eux-mêmes basés sur cette fameuse huile de vitamineux et les éléments scientifiques me dépassent un petit peu là-dessus, certains en parleront bien mieux que moi, mais il faut prendre conscience de tout ça. Mais attends, mais que ça puisse arriver, c'est comme dans tous les métiers, tu sais, t'as le bon plombier, le mauvais plombard. Le mec, il te fait bien le truc, il est bien. Tu sais, il n'a pas du gain, il est pour tous le même. Si t'as des connards qui achètent des produits à 300 balles, les cartouches de merde, avec de la merde qui sont achetées au marché noir, oui. Tant que t'achètes un liquide, quand je t'achète un liquide, je l'achète à Jean ou à n'importe qui, c'est propre, qu'est-ce que tu veux? Le THC, c'est pas forcément le THC en lui-même, c'est tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Et que comme toi, je suis pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il. Ça peut pas techniquement arriver. On peut avoir des dérives, mais ça sera des dérives sur le marché noir, pareil. Exactement, d'où l'importance de remettre les choses dans leur contexte, d'essayer de rétablir la vérité, d'établir un discours de confiance avec les médias, de ne pas chercher à être insultant, de ne pas chercher à critiquer des gens qui font leur travail. Libre à chacun d'avoir l'interprétation de la qualité du travail qui est fait. Notre rôle est aujourd'hui mon rôle. Juste pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas forcément, aujourd'hui Cumulus Vap est la première société en Europe à être cotée sur les marchés boursiers. De par le statut de notre société, nous avons réussi à établir des contacts avec les médias, pas directement, parce que pour travailler avec des médias, pour leur transmettre de l'information, il y a des codes, il y a des méthodes, c'est un petit peu comme dans la politique. Donc nous passons par une agence de communication dédiée. Nous avons réussi à avoir un contact établi avec l'AFP. Nous avons eu cette chance-là, avec tout un tas d'autres médias. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est aussi d'informer, puisque pour lutter contre ce qu'on peut estimer être de la désinformation ou de l'amalgame, et je pèse volontairement mes mots, parce que je pense que d'être trop offensif au regard des médias qui essayent de faire leur travail, encore une fois, libre à chacun de juger la qualité de ce dernier. Notre rôle, c'est aujourd'hui de les informer de ce qui se passe sur le marché, de les informer avec de la data, de les informer avec des études internes issues de notre filière ou d'études externes qui démontreraient certains éléments complètement stupides et des amalgames idiots. Mais encore une fois, on peut parler avec des gens qui n'ont pas de connaissances. On parle tous ici avec des termes ultra techniques. J'ai eu la chance de m'entretenir avec une personne de l'AFP qui a donc relayé une dépêche où nous annoncions au nom de la filière, après concertation avec la FIVAP, le SI2V et d'autres acteurs, une baisse générale d'ordre de 25-30% qui a été reprise par certains médias. Mon contact m'a demandé si on connaissait en 2019 enfin la composition d'un e-liquide. Donc on a un vrai besoin d'information du grand public. On a besoin des médias, comme toute industrie a besoin des médias. Nous avons besoin de créer un contact, une relation de confiance à leur côté pour être en capacité de diffuser les messages que nous voulons diffuser. Et on part de bien loin. Et encore une fois, ce que je répète sur le salon, j'ai fait le tour des stands de nos amis pour en parler. Aujourd'hui, moi, en tant que distributeur et certains en tant que fabricants, ont la chance de communiquer avec des responsables de boutiques, qui ont même la chance de communiquer avec les gens et les clients et les prospects qui franchissent le seuil et le pas d'une porte, mais qui parle avec monsieur et madame tout le monde, cette personne qui ne va pas, qui ne fume pas, et donc ce qu'on appelle l'opinion publique, les médias. Donc c'est aussi notre rôle d'être encore plus propre que ce qu'on est, d'avoir cette notion d'autorégulation que j'essaye de mettre en avant dans les conversations qu'on a, puisqu'on parle de législation, mais aujourd'hui les fabricants français sont en avance sur la législation européenne. C'est toutes ces normes sur lesquelles tout un tas de fabricants travaillent sont exceptionnelles et sont bien au-delà de ce que nous imposent les lois. Il faut communiquer, il faut informer, il faut être humble. Il faut faire preuve d'empathie vis-à-vis de tout le monde et il faut, pour l'amour du ciel, arrêter d'insulter les médias qui essayent de faire leur travail, libre à chacun d'en juger, mais c'est pas en insultant un média sur un support ou pour un article qu'on fera avancer le schmilblick. Bien au contraire, on va se mettre des gens à dos dont on a besoin pour faire passer un message auprès de l'opinion publique. Donc là-dessus, je demande à tous ceux qui sont là, et je sais que beaucoup sont très actifs, d'avoir une espèce de prise de conscience générale et de s'en prendre aux médias, c'est se tirer une balle dans le pied. On a besoin des médias pour diffuser de l'information, et pour ça, c'est à nous de créer la data, de créer le contenu. Et quand je dis à nous, je pense aux principaux producteurs, aux principaux fabricants, distributeurs, importateurs, de leur transmettre les bonnes informations, et naturellement au SI2V et la FIVAP, qui ont un rôle gigantesque à jouer dans ce sujet-là. Mais là-dessus, il faut aussi entendre qu'on soit dans une situation où c'est difficile de gérer et de manager ces frustrations. Parce que tout le travail qu'on a fait par le passé, on a créé les conditions de messages favorables à la VAP.
C'est un peu le fruit de l'investissement qu'on a fait et c'est le reflet aussi de la qualité de la filière française. Et le traitement médiatique de cette affaire avec l'amalgame débectant qui a été fait entre les cas aux États-Unis et les produits du vapotage a quand même montré qu'on a eu une bonne réponse de la part des médias. Il y a eu même la ministre, le directeur de l'ANSES, il y a eu des dossiers de fond. Mais aujourd'hui, si le nom de l'AFP est revenu à plusieurs reprises, c'est quand même parce qu'on a senti un certain acharnement de la part de l'agence France-Presse sur la vape. Parce qu'ils ont quand même systématiquement alimenté la polémique en faisant le décompte des morts avec des titres très alarmistes. Et on sait comment ça fonctionne, les quotidiens et les médias. Il faut alimenter avec le online, il faut alimenter un flux d'informations en continu. Et on se retrouve avec des situations qui sont vraiment surprenantes où on peut lire un article de fond extrêmement bien fait, en tout cas à l'échelle de la maturité des quotidiens sur le sujet de la vape actuellement, dans le Figaro et dans Le Monde. Et en parallèle, où là on va avoir du recul, on va avoir des prises de parole de scientifiques, même de professionnels du secteur. Et à côté, on continue à constater un flux d'actualités qui sont pushés par le desk de ces médias et qui va alimenter le débat. Donc on a deux messages. On a un message qui est rassurant, journalistique, avec du recul, en plusieurs pages, dans la version imprimée, etc. Et derrière, ça bombarde avec la dépêche AFP. Et l'impact d'une dépêche AFP, c'est quand même exponentiel, quoi, parce qu'il suffit qu'il y ait un pélos dans un bureau qui clique. Alors je ne sais pas comment est le circuit de validation là-bas, mais j'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement rigoureux. Le truc part, et derrière, c'est 25 publications qui sont impactées. Alors qu'on s'est battu au forceps, sans EO, pour avoir le bel article de fond, derrière, c'est quand même un combat qui est à armes inégales. Et je rejoins clairement ce que tu dis. On ne peut pas se mettre ces gens-là en porte-à-faux. Mais je focalise mon regard sur l'AFP, parce que, pour le coup, ce sont eux qui sont quand même à l'origine de ce battage médiatique et de cet amalgame dégueulasse. Et je tiens à répéter une chose. On fait comme si c'était la même chose depuis le début de cette discussion. C'est pas la même chose. On ne peut pas parler de vapotage quand on considère la situation aux États-Unis. C'est pas parce qu'il y a eu une proximité entre un équipement technologique qui était le vapotage, sevrage tabagique, nicotine et liquide, et le cannabis récréatif, et le développement de cette industrie aux États-Unis qui est devenu un truc énorme. Il y a une proximité technologique. Oh là là, c'est plus un truc de stoner pour des mecs dans leur canapé. Ça devient un produit de consommation pour actifs, le THC là-bas. C'est des businessmen. Donc il faut bien qu'ils puissent l'embarquer avec eux pendant la journée. Oh, il y a une cigarette électronique, on va essayer de faire rentrer l'huile de THC dedans. Ah, mais c'est trop épais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour diluer? On avait déjà des petits conservateurs, ils ont un peu la même couleur, donc on va mettre ça à 10%. Le truc, c'est que ces 3 derniers mois, le prix de l'huile de cannabis a été multiplié par 5. Et dans les États limitrophes aux États-Unis, des États où c'est légal, eh ben, le marché noir fait que quand c'est 5 fois plus cher, un dealer, il fait quoi? Il coupe la cam. Il coupe la cam avec le produit qui était déjà utilisé pour diluer à 10%. Et aujourd'hui, on retrouve des cartouches de THC aux États-Unis, particulièrement celles qui ont causé problème, qui sont diluées avec seulement 14% de THC. Et c'est ce changement de proportion qui résulte vraiment d'une logique de deal de drogue de rue qui fait qu'il y a ces cas aux États-Unis. Tout ça pour expliquer que ce n'est pas la même chose. Le vapotage en France, c'est pour arrêter de fumer. Aux États-Unis, les pratiques qui se passent dans un deal de rue, dans un état où le cannabis récréatif est interdit, c'est vraiment pas notre fait. Donc l'amalgame est vraiment dégueulasse. Je rejoins aussi ce que tu dis sur ça peut nous arriver en France, parce qu'il y a énormément de consommation de cannabis en France. Je trouve ça extrêmement dommage que ça se passe comme ça, parce que il y a aussi une perspective de santé publique sur la consommation de cannabis avec la vaporisation d'huile de THC qui est quand même beaucoup moins nocive pour les poumons que la combustion. Et je ne voudrais pas qu'en France, en plus, ça vienne pénaliser une possible réglementation du cannabis qui se ferait au bénéfice de la santé publique. Alors, ça peut nous arriver en France. C'était un tunnel, Charlie, je suis désolé. C'est pas grave, c'est très bien. Merci, c'est un tunnel important. On revient à la question initiale, c'est quoi les opportunités? Et pour nous, aujourd'hui, en France, est-ce que vous voyez des opportunités dans cette crise? Nicolas? Se former au sein de ces structures de formation qui sont mises en place, que je découvre moi personnellement, où j'aimerais envoyer mes équipes se former et avoir cette certification pour se professionnaliser en shop et avoir une crédibilité auprès du consommateur qui est hyper importante aujourd'hui, parce que la majorité des vendeurs et des professionnels ne sont pas des personnes issues des métiers médicaux, paramédicaux. Donc, quel est le poids de notre parole face à un consommateur
si on n'a pas une certification qui prouve que derrière, on a été formé en adéquation avec ce qu'on dit et ce qu'on veut permettre de faire aux consommateurs, de consommer aux consommateurs. Ok, donc ça c'est une première opportunité. Est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, moi j'en vois une économique, alors je ramène souvent beaucoup de sujets à l'économie parce que c'est quelque chose qui me passionne. Oui, il y a une vraie opportunité économique, on est aujourd'hui un petit peu dans le dur. C'est plus que jamais le moment de remettre en question aussi certaines règles internes, d'être encore plus rigoureux que ce qu'on était, de montrer patte blanche, pour prendre une expression connue, pour repartir sur des bases encore plus saines, encore plus solides, gagner la confiance de tout un tas de consommateurs. Aujourd'hui, encore une fois, notre public de prospects, c'est tous ces millions de consommateurs de tabac fumé sur le marché, ils sont encore nombreux. Donc profiter effectivement de cet ouragan qui est actuellement au-dessus de nous pour remettre un petit peu du propre là où il doit en être. Il y a beaucoup de choses qui sont très 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 bien faites et encore une fois important de le rappeler, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, donc progressons à tous les niveaux, que ce soit effectivement au niveau de la formation, au niveau des normes que les fabricants s'imposent, allons de l'avant et profitons-en pour repartir sur un nouveau cycle économique et ce dès les prochaines semaines et les prochains mois qui soit beaucoup plus lucratif pour l'ensemble des acteurs parce qu'encore une fois on est tous là passionnés par ce qu'on fait mais il y a des entreprises qui tournent derrière et il ne faut jamais oublier l'aspect économique, ne pas en parler c'est une question de malhonnêteté donc oui sur l'aspect économique moi j'y vois personnellement une opportunité à moyen terme. Ok, et sur cette question des médias qui ne feraient pas le relais de la bonne information, comment est-ce qu'on change ça? Alors les médias font le relais de l'information qui leur parvient. Ouais. Je vais répondre à côté de la question, mais ils relaient les informations qui leur parviennent. Aujourd'hui, une dépêche AFP, le massacre médiatique que l'on subit tous, il a commencé cet été avec l'OMS. Il y a un moment, l'AFP, son travail, c'est quand même de relayer ce que dit l'OMS. On ne peut pas dire l'AFP ne relaye pas l'OMS parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'OMS dit. C'est une évidence absolue. Et si on n'était pas dans la vape aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, quand l'OMS parlait, je pense que la plupart des personnes ici lisaient bien volontiers et écoutaient ce que disait l'OMS. Je suis moi-même fils de médecin, donc je connais plutôt pas mal le sujet. Il faut qu'on arrive à créer des contacts avec l'AFP, avec des médias, pour leur transmettre de l'information. Donc je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut créer du contenu de qualité et leur faire parvenir le contenu par tous les moyens possibles et crédibles, par des agences de communication, par le biais de nos syndicats ou par le biais de notre fédération, voire même par le biais de l'association l'EDIUS des utilisateurs. Il y a là aussi des opportunités de communication. On n'a jamais su communiquer correctement avec les médias puisqu'on est un petit peu dans notre bulle, on vit en autarcie, on essaye, il y a des choses qui ont été faites, j'en ai conscience, mais on doit aujourd'hui faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc là aussi, une opportunité de progresser sur ce sujet-là. Mais on peut pas nier aussi qu'il y a des opposants. C'est-à-dire que les gens ne sont pas mal informés juste parce qu'on ne leur a pas donné la bonne information. Évidemment, il faut le faire. Et il faut le faire en accédant à des paroles qui sont légitimes. On a une limite dans notre parole, on est des acteurs économiques. On peut apporter de l'information qui est surtout de l'expertise, de la vision, de la hauteur. Mais derrière, on n'est pas légitime pour s'exprimer sur tout. Donc là-dessus, il y a une vraie stratégie de communication, une stratégie politique qui doit passer par des relais. Professionnel de santé, c'est idéal. Personnel politique, c'est idéal. C'est donc des affaires publiques. Et là-dessus, on est investi. On doit faire circuler ces informations pour qu'elles soient portées par des gens légitimes. Mais derrière, il y a des gens qui n'aiment pas la vape. L'industrie du tabac n'aime pas la vape. L'industrie pharma n'aime pas la vape. On a vu que Pfizer avait financé une association. Ça c'est sorti la semaine dernière dans Der Spiegel en Allemagne. L'industrie pharmaceutique a financé une association anti-tabac allemande. Donc je crois qu'ils ont refait intégralement leurs locaux. C'est vraiment de la magouille à 2 centimes. Ils leur ont filé de la thune. En échange de quoi, cette association s'est engagée à ne jamais porter une parole positive sur la vape. C'est illustratif, mais il se passe quand même des choses en coulisses. Moi, je ne suis pas complotiste. Je ne pense pas qu'il y ait un congrès des anti-vap de la pharma, de l'industrie du tabac ou du pouvoir politique qui se tienne une fois par an où dans une lumière tamisée, on se frotterait les mains en fumant des gros cigares et en disant on va bien les niquer. Par contre, je pense qu'il y a quand même là cette séquence médiatique où les opposants à la vape, dans de hautes instances telles que l'OMS, avec leur culture, leurs intérêts économiques, etc., ils ont identifié un moment opportun pour nous taper dessus. Et ils se sont dit là, c'est le momentum là. On va lâcher les chiens, on va nourrir la polémique. Et c'est ça qui, selon moi, explique la séquence. La répétition, le fait qu'on soit toujours dedans. Et en ça, je suis très frustré, et je repars sur l'AFP, mais le décompte des morts, c'est terrible, parce qu'à chaque fois, on reconstruit le château de cartes. Alors, on a déjà construit la table pendant 5 ans. 18, là, on est à 18. J'ai vu 18 hier soir. Et donc, on a construit la table pendant 5 ans, en créant cette légitimité. Mais dessus,
l'opinion publique que les Français portent sur la VAP, c'est un château de cartes. Il est balayé une fois, on reconstruit, on repart au combat, des bons articles de fond, des bonnes paroles, la ministre, etc. Nouveau communiqué de presse, ça retombe. Et donc nous, le message qu'il est important de faire passer aujourd'hui, et ça rejoint ce que tu disais, Michael, sur l'unité, c'est que si nous, on se démoralise en tant que porteur de parole, il y aura plus grand monde pour le faire. Donc voilà, c'est un message d'espoir et de conviction. On est là, on est mobilisé, on n'est pas là pour décrocher, donc on continue, on reconstruira le château de cartes, jour après jour, communiqué de presse après communiqué de presse, pour essayer de rebâtir cette confiance des Français dans la VAP, et c'est notre mission. Ok, alors, et on le fera ensemble. Dernière question, après on va vous laisser la question au public. Vous parlez d'unité, est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, qu'il y a une unité de la VAP en France aujourd'hui? Évidemment. Évidemment, enfin, il y a une espèce de cohésion dans la filière. Déjà, on est tous d'anciens fumeurs, on connaît tous les mécaniques intimes de l'arrêt du tabac. Donc ça, qu'on le veuille ou non, qu'on ne soit pas d'accord sur des sujets de détail ou pas, on aura toujours ce vécu qu'on partage, qu'on connaît, et cette empathie pour nos clients finaux. Et là-dessus, ça crée un code moral inconscient, instinctif, qui fait que la filière française est géniale. Et j'en suis très fier, on en est tous très fiers, mais il faut le dire, on a le droit de s'envoyer des fleurs aussi. Ouais. Ce qu'on a bâti, c'est absolument génial. Charlie, observateur extérieur qui nous suit depuis quelques années, le sait très bien. Et puis après, je pense qu'il y a quand même une très bonne ambiance. Une très bonne ambiance et des messages fondamentaux sur le sevrage tabagique et notre rôle face à la santé publique qui est extrêmement conscient et une parole qui est unifiée quand même. Merci. Roberto? Ouais, cette parole-là, moi je vais aller plus loin que Jean. Effectivement, il y a de l'unité, il y a du respect, il y a toute une histoire qui a été faite. Ils ont beau avoir plein de fric, ils ont beau avoir plein d'idées. Ce qu'ils ne savent juste pas, c'est que nous, on est prêts à aller parce qu'on est déterminés de recommencer autant de fois qu'il le faudra pour qu'au bout d'un moment, tout ça craque. Craque dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on puisse être entendu et qu'on ne soit pas en permanence en train de reconstruire. C'est usant, c'est frustrant, c'est lassant. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette envie qui nous anime tous d'y aller. Et on continuera à y aller tant qu'on pourra respirer. Parce que la VAP le vaut, parce que la VAP le mérite et parce que la VAP sauve juste des vies. Et que c'est à nous de faire passer ces messages-là. Point. Et c'est une opposition entre l'argent et la morale. Et nous, on est du côté de la morale. Et on est peut-être moins riche, mais on est du bon côté de la barrière. Et honnêtement, à titre personnel, je préfère être de ce côté de la barrière et ça me donne beaucoup d'énergie. Et je pense que ça nous donne tous de l'énergie. Alors, vous qui êtes du bon côté de la barrière, est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Jean 22, merci. Donc je pense qu'on est en train de ressouder la filière, j'en suis convaincue. Donc je suis dans la VAP depuis 2013. Aujourd'hui, ma question est pourquoi il y a 2 formations qui existent pour être reconnus professionnels de la VAP? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre tous ensemble pour faire le même titre pour toutes les boutiques? Je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, je pense, je sais pas. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait qu'un dispositif de formation, que ça converge, mais c'est une émanation des divergences politiques qu'il peut y avoir entre les visions de la filière, et aussi dommage que ça puisse être, c'est peut-être au final pas si terrible. Et j'entends que ça soit compliqué pour les boutiques qui voudraient adresser leurs équipes ou eux-mêmes dans des formations. Et c'est une situation qui peut changer, je l'espère. Mais J'entends pas. le message est compris, c'est sûr. Tous pareil, quoi. Avoir une certification, on ne peut pas en faire 10 000. Et avoir que le même titre, tous ensemble, dans la même voie. J'ai pas envie aujourd'hui ici de rentrer dans des querelles de chapelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que expliquer les dessous de la configuration qui est inconfortable pour les boutiques physiques, ça nous amènerait à raconter une histoire qui n'est pas intéressante, en fait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cet état de fait, on a conscience, les 2 structures de formation sont en conscience que c'est pas confortable pour les shops, et je pense qu'on va être amené à travailler pour clarifier les choses. Voilà. Merci. Une autre question?
Une remarque? Réaction? Oui. Alors je vous laisse vous présenter et ensuite nous poser votre question. Bonjour, Ashraf, société, on vend on est une boutique de vente de cigarettes électroniques. Et en fait, tout à l'heure, on avait parlé de la réglementation par rapport à la garantie, par rapport au parrainage. Et je voulais savoir votre lecture par rapport à la fidélité. Parce que c'est vrai que j'ai entendu dire que c'était interdit et pourtant la fidélité, c'est une pratique que je vois un peu partout dans les boutiques qui prend différentes formes, des cartes VIP, etc. Ou sinon sur les sites internet avec un système de collecte de points. Oui. Et je voulais voir au niveau de la réglementation, qu'en est-il? Si on est vraiment dans la légalité, on est plutôt borderline. En fait, si c'est pas clair, et ce qui suscite votre question aujourd'hui, c'est parce que la lecture et la compréhension du dispositif réglementaire autour de ça a jamais été évident. Et au début, les messages qui ont été émis, ils ont été plutôt prudents. Ils ont été de dire attention, c'est peut-être de la publicité, on ne sait pas ce qui va se passer. Et à ce titre, il y a des entrepreneurs du secteur qui ont fait leur choix, et c'est normal, quand la réglementation n'est pas claire, de toute façon, il faut faire son choix, sinon on n'avance pas. Et décision a été prise par certains de ne pas faire de fidélité ou de faire de la fidélité. Aujourd'hui, ce qu'on observe après plusieurs années d'application de cette réglementation, c'est que c'est de la promotion commerciale, c'est du prix, ça se passe dans la boutique, et à ce titre, c'est possible. D'autres questions? Profitez-en. Pas d'autres questions? Alors, je voudrais qu'on termine par un tour de table avec un dernier message sur ce sujet. Ces deux sujets qui nous ont réunis aujourd'hui, l'actu bien sûr, et puis ces obligations légales. Voilà, si vous aviez un SMS à envoyer au public, un SMS positif, vous diriez quoi les uns et les autres pour conclure? Jetez-vous. Nicolas? Il est bon de se concurrencer sur les ventes, mais de ne pas se concurrencer sur le conseil. Il faut aujourd'hui parler d'une seule et même voix au niveau des magasins, parce que c'est sur le terrain que les impacts sont le plus forts. Nous, en tant que professionnels, entre nous, on a des débats, mais la sauce n'arrive pas jusqu'au particulier. Le particulier, lui, a besoin d'aller dans un magasin X, d'aller à un magasin Y et d'entendre exactement la même chose pour qu'ils puissent se rassurer sur la consommation. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Donc un message d'unité encore. Complètement. Message positif, on a connu la TPD, maintenant on connaît les tempêtes médiatiques, on s'est relevé de la TPD, on va se relever de là plus fort, on va apprendre. Et je citerai un monsieur qui s'appelle Nelson Mandela, je perds jamais, on gagne ou j'apprends. Donc voilà. Merci. D'autres messages? Non, moi, rien de plus que ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Il faut effectivement garder confiance. Il faut aller de l'avant. Le marché établi est estimé à plus de 800 millions d'euros par Xerfis sur 2018. On a un petit coup de plomb dans l'aile, comme on dit, mais on connaît tous les bienfaits de nos produits, puisqu'on était d'anciens fumeurs, désormais consommateurs de vape pour la plupart d'entre nous. Ça repartira pas tout seul, le marché. Il faut se battre avec les bons arguments. J'ai une confiance aveugle dans les responsables de boutiques qui viennent d'être évoqués pour se professionnaliser, pour se former, pour maîtriser les produits. Moi, mes discussions, en l'occurrence, sont plus avec les acteurs économiques ayant un poids et une visibilité pour dire retronçons-nous un petit peu plus les manches et c'est à nous de partir au front avec justement les médias, de produire ce fameux contenu d'information pour protéger l'ensemble de la filière. Merci beaucoup. Carole, vous voulez rajouter un mot? Oui, la vape sauve des vies. Sauve des vies? Oui. Bien sûr. Jean, et puis on terminera avec Mickaël, bien sûr. Un point sur... deux mini-points. Un point sur la filière indépendante. La filière indépendante, ça repose sur 4 choses. Un libre choix du matériel, du réservoir, du liquide. Et tout ça, ça se passe bien parce qu'il y a de l'expertise et du conseil. Ça, c'est la recette. Système ouvert. Choix, discussion, expertise. C'est ça qui produit les meilleurs résultats sur le sevrage tabagique. C'est la signature de la filière indépendante française. Et il faut avoir confiance en ça. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est là à mi-chemin de ce Vape Expo. Il reste encore 50% du chemin à parcourir. C'est un grand temps fort dans l'année. On est tous fans du Vape Expo. On peut rencontrer, on peut discuter entre confrères, consoeurs, les clients, etc. Il ne faut pas que ça soit le Vape Expo de la morosité. Au contraire, quand les temps sont durs, il faut rester optimiste. Il faut avoir confiance en ce qu'on a construit, confiance en soi. Ça, je l'ai bien senti aujourd'hui. Pour ceux qui seraient un peu déprimés, vous pouvez passer chez les stands, les fabricants, etc., venir rencontrer, discuter. Ça va aller, ça va le faire. Merci beaucoup. Mickaël, conclusion, je te la laisse. Waouh.
Je vais retenir, je pense, 3 mots. Je pense que le premier, ça va être professionnel. Je pense que le deuxième, ça va être dialogue. Et je crois que je finirai sur union. Et je crois que ça résume un petit peu ce qui vient de se passer là en termes de discussion. Merci. Merci Mickaël, merci d'avoir organisé cette table ronde, d'avoir fait venir ces intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y a d'autres conférences qui auront lieu tout au long de la journée aujourd'hui et puis demain. Je vous tiendrai informé par le biais de ce micro. Merci d'être venu. La conversation continue de façon informelle. Profitez de ce VAP Expo 12e édition. À très vite.